Eh bien, nous allons démarrer. J'espère que tout le monde m'entend bien. Écoutez, c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver aussi nombreux. On est plus de 200 inscrits. Donc, on va laisser encore la porte ouverte, comme on dit dans le monde non virtuel, pour cette désormais traditionnelle cérémonie des vœux sur Internet. Voilà, donc après la pause de Noël, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver dans cette année qui démarre. Voilà, donc avant toute chose, je vous souhaite une excellente et fructueuse année 2024 à vous, personnellement, à chacun, à tous et à ceux qui vous sont chers. Vous savez que j'aime beaucoup ce proverbe provençal. On dit que Alan Kevin, si sien pas mal, c'est pas main. C'est-à-dire que si on n'est pas plus dans l'année qui vient, qu'au moins on soit pas moins. J'aime beaucoup cette démarche qui est très familiale, mais qui peut marcher aussi pour les engagements politiques. En tout cas, vous pourrez compter sur mon engagement pour cette nouvelle année, qui ne sera pas une année facile, qui sera une année pleine de défis et de bouleversements nationaux, européens et mondiaux, certainement. Je pense évidemment d'abord aux élections européennes de juin prochain, qui, dans notre circonscription, nous concernent au plus haut chef, puisque nous votons, ou nous avons décidé de voter, mais parfois nous votons dans nos pays d'adoption. Aux élections américaines aussi, qui vont peut-être marquer un retour pour nous à d'autres défis et à des choix qu'il faudra que nous fassions en tant qu'Européens. Et puis au retour de la brutalité et de la guerre au Proche-Orient, qui rend encore plus actuel ce que nous avons essayé de vivre en Union européenne, en mettant au-dessus de l'agenda la réconciliation, même après des périodes atroces et des périodes de tragédie. Voilà, 2023 a été l'occasion de trouver pas mal de petits signes d'optimisme. Moi, vous savez qu'il y en a un auquel je suis très sensible, même si c'est pas le seul, si c'est un petit peu pas un détail, mais quelque chose technique, c'est l'accord à l'échelle européenne sur la réforme du marché de l'électricité. C'est aussi symbolique, c'est un sujet sur lequel en franco-allemand on est toujours en train de se chamailler et où on voit, comme on le voit à l'intérieur du groupe de travail que je coordonne avec Andreas Jung, on voit que si on s'y met, ben, on peut dépasser nos divergences et arriver à faire quelque chose ensemble. Je pense que notre groupe de travail franco-allemand sur la souveraineté énergétique arrivera à une résolution commune dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, dans ce contexte d'une année très riche qui s'ouvre, on a célébré en 2023 les 60 ans du traité de l'Élysée et en 2024, nous allons célébrer les 5 ans du traité d'Aix-la-Chapelle, ce qui est quelque chose euh, voilà, qui ne nous rajeunit pas, on va dire, puisqu'on était beaucoup à être au début. Voilà, ce traité dont peu de gens parlent, mais qui a vraiment renforcé notre coopération franco-allemande, donc l'Assemblée parlementaire franco-allemande, des tas de choses dont nous allons parler tout à l'heure, le soutien à l'OFAGE, Génération Europe, le transfrontalier, euh, la vie citoyenne en franco-allemand aussi avec le Bürgerfunk, etc. Et aussi quelque chose qui est important, qu'on rappelle peu souvent avec ce traité d'Aix-la-Chapelle, c'est ce que j'appelle moi le franco-allemand dans le monde. Hein, dans le traité d'Aix-la-Chapelle, on dit qu'il faut que le franco-allemand et que nos gouvernements exportent le modèle et prennent des responsabilités ensemble, euh, jusqu'en Ukraine, aux Balkans et même au Proche-Orient. Trois petites anecdotes que je me permets enfin, de détails de ma vie de député que je me permets de vous citer à ce sujet-là. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur la fermeture des instituts Goethe, et donc je travaille en France, je travaille là-dessus évidemment, mais ce qu'on dit peu souvent, c'est qu'ils ont été fermés pour pouvoir en ouvrir ailleurs, et en particulier sur la façade Est, en Ukraine, etc. Et quand on travaille maintenant, les instituts Goethe travaillent beaucoup avec les instituts français, et j'ai pu le voir à Kiev, donc je trouvais ça intéressant. Euh, Également à Sarajevo, où je vais organiser la conférence suivante sur l'avenir des Balkans, ce que j'appelle moi Balkans 2050, et où je le ferai en franco-allemand avec un député allemand, M. Krischbaum, et nous irons à Sarajevo, et nous serons, où il y a aussi des instituts Goethe et un travail franco-allemand qui s'exporte, et nous le ferons encadré d'ailleurs par la Konrad Adenauer Stiftung à Sarajevo, qui est implantée à Sarajevo. Et puis un troisième exemple qui m'est arrivé récemment, j'ai découvert qu'il existait une association chapeau d'organisation de société civile israélienne et palestinienne qui existe depuis assez longtemps
et qui est une espèce de fédération de 60, non, 164 associations de société civile, soit israéliennes, soit palestiniennes, et qui décident de travailler ensemble dans cette fédération, et qui sont venus me rencontrer, députés franco-allemands, voilà, avec quelque chose qui était de l'ordre de bah, comment vous faites, comment vous avez fait, est-ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez nous aider, est-ce qu'on peut témoigner. Donc voilà, le franco-allemand, c'est quelque chose aussi qui commence à s'exporter dans le monde. Donc voilà, merci à tous, parce qu'on est tous des engagés du quotidien, vous êtes tous des engagés et toutes du quotidien, que vous soyez établis en Allemagne ou dans tous les pays d'Europe. Et bah voilà, je voulais vous dire merci et que je suis toujours aussi fier de vous représenter, de m'engager pour faire vivre ce que nous vivons, nous, tous les jours, dans nos différents pays. Voilà, comme d'habitude, cette cérémonie des vœux s'appuie sur un contenu qui nous permet de réfléchir, qui vous permettra de poser des questions, de prendre la parole, de débattre un peu. Alors, je vais faire un petit peu d'abord de logistique. Vous connaissez un peu, beaucoup d'entre vous connaissent ce système. Donc, on peut poser des questions sur le chat. On peut poser des questions également en levant la main. Vous êtes enregistré, vous l'avez vu quand vous êtes rentré, donc on ne perd rien. Ce n'est pas parce qu'une question a été posée sur le chat qu'on n'a pas pu la prendre qu'elle ne sera pas traitée. Nous enregistrons également le chat et nous répondons à toutes les questions qui sont posées sur le chat, à la limite même aux questions personnelles, hein, comme on fait à la fin d'une réunion non virtuelle, on va demander à son député si on peut faire quelque chose. Voilà, tout ce qui est inscrit dans le chat sera traité par mon équipe à la sortie. Et évidemment, les questions. Alors, si vous souhaitez poser votre question dans le chat, vous l'écrivez dans le chat et Arthur la transpose et la pose. Ou alors, vous pouvez également lever la main. Voilà, mais d'abord, nous aurons deux préliminaires, deux exposés introductifs. Donc, le premier sera de Stéphane Eidendorf. Donc, Stéphane, qui est directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, un historique du franco-allemand et du traité, lui, de l'Élysée, puisque c'était le grand discours du général de Gaulle, alors qu'on connaît plus sous le nom de DFI, et Stéphane qui va nous faire un petit exposé sur qu'est-ce qu'on peut comprendre, analyser de la relation franco-allemande en 2023. Voilà, donc Stéphane, je te passe la parole pour une dizaine de minutes. Oui, merci Frédéric. Merci tout d'abord à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour une excellente année 2024. Il faut rester optimiste, hein. Et merci pour cette invitation de donner ma vision des choses un peu sur cette relation franco-allemande en 2023. En trois temps, peut-être, concernant le bilan d'abord, 2023 n'était pas une année facile pour la relation franco-allemande, mais bon, en même temps, c'était pas une année facile pour personne. Au niveau politique, nous avons connu quelques beaux moments. Frédéric, vous avez déjà évoqué les 60 ans du traité de l'Élysée en janvier, qui marquait en même temps les retrouvailles entre les deux gouvernements après un moment de tension en octobre 2022, l'annulation du Conseil des ministres, une première dans le cadre du traité de l'Élysée. Ensuite, ce qui aurait pu être un bon moment, la visite d'État du président Macron en juillet, vous vous souvenez, première visite d'État d'un président français en Allemagne depuis 23 ans, depuis Jacques Chirac. Le président devait venir notamment fêter les 75 ans du DFI à Ludwigsburg et ensuite les 60 ans de l'OFAGE. Enfin, vous savez ce qu'il en était. Le président était contraint d'annuler, mais nous, au DFI, avons quand même fait la fête. Et je pense les collègues de l'OFAGE aussi, notamment avec la société civile et en ce qui nous concerne, nous aussi, avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui a ainsi montré, exprimé son attachement à la relation franco-allemande. Et pour clore l'année politique, un peu cette nouvelle formule de rencontre bilatérale un peu plus détendue. Enfin, je veux dire, le chancelier qui profitait pour recevoir le président français chez lui à Hambourg. Et malgré la petite difficulté avec les sandwichs au poisson qui ont failli virer la triste nerf, je pense que c'était une bonne occasion pour mieux se connaître. En même temps, on peut se poser la question si nous sommes toujours là, que la relation franco-allemande
il s'agit de mieux se connaître. En même temps, il y avait du noir, du très noir en 2023. Frédéric a déjà évoqué notamment la fermeture des instituts Goethe. On peut aussi évoquer l'enseignement de la langue du partenaire, toujours en déclin, alors que c'est une obligation qui découle des deux traités maintenant, du traité de lycée et du traité d'Aix-la-Chapelle. Et on peut se démonter à quoi servent au juste ces traités, ces obligations dedans. Concernant la fermeture des instituts Goethe, pareil, c'est surtout la manière dont cette décision a été prise, sans véritable concertation avec le partenaire et sans esprit d'initiative pour en faire quelque chose de nouveau, une coopération franco-allemande pour s'assurer d'une présence culturelle allemande en France. Et évidemment, tout ça en contradiction flagrante, on peut dire, avec la lettre et avec l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Mais enfin, si on essaie d'en tirer peut-être quelques perspectives, moi je vois deux choses. Un certain danger que nous nous installons dans un confort, dans une routine, une relation de routine qui au fond ne gêne personne, mais qui ne sert pas non plus à vraiment s'attaquer aux défis que nous avons pourtant en commun. Et de l'autre côté, on a vu ça l'année dernière avec son lot de crises et de difficultés, les responsables politiques au niveau du gouvernement occupés par leur politique intérieure, domestique, et qui perdent un peu le sens de cette relation franco-allemande en Europe. Donc, on a déjà évoqué le président français qui était contraint de s'occuper d'annuler une visite d'État pour émeute au niveau national. On peut aussi évoquer le gouvernement allemand, évidemment. Vous avez suivi l'affaire du budget que nous n'avons toujours pas pour 2024 et qui a compliqué la vie des acteurs politiques au gouvernement pour une bonne partie de l'automne dernier. Donc, ces deux éléments-là m'incitent à une certaine prudence. Euh, Nous avons ce danger de nous contenter d'une routine qui est faite de sommets avec le défi, l'offrage des responsables politiques, je veux dire le franco-allemand historique, et qui ne mène pas aux annonces, aux décisions politiques dont nous avons pourtant besoin, et deuxièmement, le danger que cette politique intérieure domestique domine et fait oublier, nous fait croire que nous pouvons faire chacun résoudre seul nos défis. Et donc, pour terminer, vraiment les défis. Mais le défi pour le franco-allemand, très globalement, c'est retrouver la raison d'être d'une relation particulière. Pourquoi la France et l'Allemagne? Pourquoi pas l'Allemagne et la Pologne, la France et l'Italie? Pourquoi la France et l'Allemagne encore aujourd'hui? Le défi, c'est de retrouver, à travers la relation franco-allemande, la raison d'être qui est, en fin de compte, l'Europe, l'Union européenne. C'est pas qu'on est bien au chaud, qu'on est bien au chaud chez nous en France ou en Allemagne. La raison d'être, c'est l'Europe et ce sont les Européens. Et donc, avec les autres Européens, pas seulement en français ou en allemand ou en franco-allemand, avec les autres. Et là, nous avons un bon nombre de choses à faire. Frédéric, vous avez déjà évoqué la question du marché d'électricité, où nous avons avancé un bon coup. Mais enfin, si on se souvient qu'en 1950, nous avons commencé l'Europe autour des questions d'énergie, de charbon et d'acier, et que maintenant nous avons un mal fou pour lancer un vrai projet européen d'infrastructure autour de ces questions de réseau électrique qui permet ensuite un marché et puis ensuite une régulation du marché. On peut évidemment évoquer la guerre qui fait rage en Ukraine et qui menace l'Union européenne aussi, euh, avec les progrès, les petits progrès que nous avons eus sur les différents projets euh, dans l'industrie de l'armement, le char, l'avion, ben, on a tout juste évité le pire, le naufrage de ces projets. Nous n'avons pas vraiment progressé alors qu'il faudrait qu'il y ait urgence. Et puis évidemment, le grand, très grand chantier de la transformation, de l'urgence climatique, la nécessaire transformation de nos économies, où nous avons trop tendance à laisser le travail à la Commission européenne sans assez la soutenir. Là aussi, il y aurait matière pour un couple franco-allemand déterminé de tracer la voie, de montrer un vrai esprit d'initiative pour retrouver ce rôle de moteur en Europe, le moteur de l'Europe, qui, je le dis encore une fois,
ne peut pas se contenter à trouver des compromis, un minimum entre la France et l'Allemagne, qui doit associer les autres, qui doit trouver l'esprit de l'Europe. Et donc sur ça, je pense que c'est un peu une note positive pour terminer, que il y a eu cette commission franco-allemande d'experts qui a été créée en janvier, chargée à élaborer, proposer quelques idées, quelques pistes pour réformer l'Europe, pour avancer. Bon, c'était pas encore très loin ce qu'ils ont proposé jusque-là, mais ensemble, retrouver un tout petit peu cet esprit d'initiative en Europe qui fait actuellement trop défaut face aux défis que je viens d'énumérer. Et donc, restons optimistes, mais gardons aussi un cap sur une analyse réaliste pour ne pas nous tromper de ce que nous avons à faire. Voilà, merci. Merci Stéphane de ce survol de l'année franco-allemande et des défis que nous avons devant nous. Je vais passer maintenant la parole à Franck Bastner. Donc, Franck, vous êtes directeur du Deutsch-Französische Institut à Ludwigsburg, celui dont on a parlé, mais vous êtes également co-secrétaire du Forum pour l'avenir qui a été prévu dans le traité d'Aix-la-Chapelle et qui est un projet assez complexe que vous allez nous expliquer, enfin assez complexe, qui est un projet nouveau, novateur, donc un projet phare, un projet novateur qui a été institué par le traité d'Aix-la-Chapelle et dont vous allez nous exposer les objectifs et le fonctionnement. Euh, voilà, on ne le voit pas beaucoup encore dans la vie quotidienne, il y a encore pas mal de déséquilibres, mais peut-être justement que c'est pour ça que c'est l'avenir de la relation franco-allemande. Franck, vous avez la parole. Merci Frédéric. Bonsoir à tous et à toutes. Meilleurs vœux de mon côté aussi. En effet, j'ai pris cette deuxième fonction de co-secrétaire du Forum pour l'avenir franco-allemand il y a maintenant 18 mois déjà. Euh, Peut-être d'abord un mot sur l'origine de cette nouvelle structure de coopération franco-allemande. Vous avez déjà mentionné le traité d'Aix-la-Chapelle qui va fêter ses 5 ans. Il y a une longue liste de projets très concrets dont certains ont eu du mal à démarrer. Mais il y a quelques nouvelles structures justement qui prennent forme. Le Fonds citoyen était sans doute le plus efficace et le plus rapide à se mettre vraiment en place. Le comité transfrontalier trouve aussi sa voie avec une certaine difficulté parce que c'est complexe, nous le savons tous. Plus on se rapproche de la frontière et plus on constate que les différences sont là, dans le monde administratif surtout. Et il y a aussi donc cette nouvelle idée du Forum pour l'avenir franco-allemand qui en allemand s'appelle Deutsch-Französisches Zukunftswerk. Pourquoi Werk? Parce qu'on avait pensé au traité de l'Élysée où il y avait le Jugendwerk, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et on voulait faire donc une nouvelle impulsion, donner une nouvelle impulsion avec la création de cette structure. De quoi s'agit-il? Au fond, l'idée est simple et très convaincante. Elle consiste à dire, regardons les profondes transformations que subissent et que doivent aussi assumer nos sociétés. Tout ce qui est transition écologique, Stéphane l'a mentionné, tout ce qui est le numérique qui transforme nos vies, l'intelligence artificielle qui va avoir une conséquence à tous les niveaux. Donc, toutes ces transformations euh, sont globalement comparables et nos sociétés, les acteurs de nos sociétés, que ce soit au niveau communal, que ce soit le monde associatif, ont parfois du mal, mais aussi des capacités énormes euh, de s'approprier ces défis et de trouver des solutions innovantes. Donc l'idée était de dire, essayons de réunir physiquement, mais aussi évidemment virtuellement, sur des sujets annuels qu'on peut choisir, qu'on peut retenir, les acteurs qui sont capables de montrer des voies innovantes pour résoudre certains problèmes qui sont devant nous. Donc ce n'est pas pour réinventer le monde, c'est plutôt pour réunir le savoir-faire, l'expérience, au niveau communal, au niveau de la société, là où les choses se passent en fin de compte, et faire dialoguer donc les acteurs allemands et français qui ne se connaissent peut-être pas encore, donc inclure de nouveaux partenaires dans cette relation franco-allemande
en même temps donner une impulsion aux jumelages qui existent, qui parfois sont contents d'avoir des sujets à traiter. Donc ça, c'était un peu l'idée d'origine. Après, la construction a été un peu asymétrique, mais là, je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, il y a eu la Covid, ce qui n'a pas permis vraiment à la structure de démarrer, parce que organiser des dialogues en présentiel avec une pandémie, c'est pas possible. Donc, on a eu du mal à démarrer. Maintenant, ça s'est mis en place. Et le sujet sur lequel nous travaillons actuellement avec des experts, avec des représentants de différentes collectivités, c'est le développement durable des villes. Bon, ça c'est un sujet clé évidemment. Et là, on découvre, et pour moi c'est un plaisir, bon, je connais évidemment depuis de longues années, par le travail du DFI, ces formats de dialogue, mais ce qui est vraiment intéressant d'observer, c'est que nous réussissons à inclure dans ce débat franco-allemand des acteurs qui n'avaient pas cette perspective internationale, européenne, qui étaient dans leur logique de travail, parfois des spécialistes administratifs, des gens qui étaient euh, chargés d'organiser le développement urbain, par exemple. Et c'est une vraie ouverture pour beaucoup d'entre eux de se rendre compte que dans un pays pourtant très différent, avec des organisations différentes, avec un fédéralisme d'un côté et le centralisme de l'autre, là, inutile de vous le dire, vous le connaissez tous, donc de constater que malgré toutes les différences, et politiques comprises, les solutions de terrain étaient assez comparables. Ça, c'est vraiment une des conclusions que je tire de la première année où j'ai pu assister à ces travaux. Maintenant, il s'agira, Frédéric l'a dit justement, de divulguer un peu les résultats, de faire en sorte que d'autres puissent s'en inspirer, qu'on puisse prendre exemple sur une chose ou une autre. Nous avons la tâche de formuler des recommandations politiques, ce que nous sommes en train de faire, mais encore faut-il que ce soit écouté et divulgué dans les différentes institutions, que ce soit gouvernementales, administratives, que ce soit l'Assemblée parlementaire franco-allemande, avec laquelle nous travaillons très volontiers, quand c'est les députés de leur circonscription qui découvrent qu'il y a une solution peut-être à un problème qui se pose dans leur circonscription, ils sont évidemment tout à fait intéressés. Voilà un peu l'objectif du Forum pour l'avenir franco-allemand. Côté allemand, c'est géré par une logique de projet financé par le BMBF, par le ministère fédéral de la Recherche. Côté français, ça a été rattaché à France Stratégie, donc les services du Premier ministre qui existent déjà, qui ont donc une existence institutionnelle déjà forte. Donc c'est asymétrique, oui, mais bon, c'est pas la première fois qu'une nouvelle institution cherche sa voie. Je me rappellerai toujours la création de l'université franco-allemande, où au début, on a perdu des mois et des mois avant de comprendre ce qu'on voulait au fond. Donc là aussi, il a fallu un certain temps, une certaine hésitation avant de trouver la structure qui, après, on a fait évidemment un exemple modèle hein, d'une efficacité, de coopération et d'un grand succès. Voilà un peu la mission. Nous avons évidemment un site au Forum pour l'avenir. On peut s'abonner à la newsletter où vous recevez tous les 2 mois des informations, des histoires de terrain sur des sujets d'actualité. Et 2024, et je conclus là-dessus, sera donc le sujet de la transition énergétique au niveau local. Donc on est en plein dans le sujet qui politiquement est très conflictuel, malgré les efforts de Frédéric et Andreas Jung. Oui, bon, on espère que vous allez aboutir à une pacification de ce sujet, mais au niveau local, les questions se posent. Comment isoler les bâtiments, comment financer la transformation du bâti, comment produire et comment économiser de l'énergie sur place dans une logique urbaine ou communale. Voilà un peu l'essentiel de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Voilà, donc je suis ravi d'avoir entendu. Moi aussi, j'apprends aussi, hein. Je suis conforté, interrogé, bousculé dans ce que j'entends et c'est très bien. Euh, sur peut-être une remarque qui concerne pas mal de gens qui sont autour de la table virtuelle. euh, c'est vrai que le comité transfrontalier est quelque chose dont on parle peu, mais qui est très important parce que on a enfin trouvé comment régler les différences administratives des deux côtés du pont de Kiel, entre Kiel et Strasbourg, hein. Vous savez que d'un côté, il faut un ministre de l'Éducation, de l'autre côté, le ministre est à Paris et c'est le maire qui s'occupe des classes. Enfin, c'est des choses où le marchand de fleurs d'un côté du pont, il est obligé d'avoir 25 exemplaires
25 documents pour aller vendre des fleurs de l'autre côté du pont. Et en fait, on a trouvé enfin le bon système avec ce comité transfrontalier, puisque on a créé l'interface qui permet de rassembler les compétences. Et c'est ça qui est déterminant. C'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le côté du Rhin duquel on se trouve, le comité transfrontalier peut avoir une délégation de compétences, ce qui fait qu'on a des compétences égales à un endroit égal qui traite une population regroupée. Et donc, alors ça avance, hein, tout n'est pas réglé, mais ça a réglé énormément de questions. Je vois que nous avons quelques questions qui arrivent, donc je vais passer d'abord la J'ai parole. deux mains levées, oui. Oui, donc on passe la parole à la première, qui est Olivier Schmed. Donc je crois qu'il Réactivez faut. votre micro, c'est bon. Oui, bonjour, c'est fait. Oui, bonjour à tous et Bonjour. meilleurs vœux également. Ma question s'adresse à Franck Bassner. Vous évoquiez tout à l'heure, dans le cadre du travail du nouveau forum pour l'avenir franco-allemand, l'idée de donner une impulsion au jumelage. J'aimerais savoir si vous avez déjà des résultats concrets en la matière. Oui, alors si vous allez sur le site, il y a donc les recommandations du premier cycle qui était sur la transition écologique un peu plus globalement. Là, il y a des éléments qui peuvent vous intéresser sur comment organiser euh, une production locale pour les cantines, comment favoriser les circuits courts. Ça, c'est un élément. Il y a d'autres éléments sur, ça concerne plutôt les villes et moins le monde rural, sur l'organisation de l'espace urbain dans la mobilité. Et peut-être vous connaissez le site que gère le DFI, jumelage.eu. Là, vous avez 500 jumelages qui sont organisés. Et là aussi, ils reprennent en partie des recommandations et des idées et des histoires qui sont nées du Forum pour l'avenir. Et c'est pour ça que je l'ai mentionné. Quand vous faites des enquêtes sur les jumelages existants, et il y en a beaucoup, un des sujets qui a de plus en plus d'effets, c'est tout ce qui est transition écologique, que ce soit contre le gaspillage de la nourriture, que ce soit euh, les déchets, que ce soit le plastique. Là, vraiment, vous avez beaucoup de sujets qui semblent petits, mais qui, dans la somme, dans leur ensemble, quand même, représentent un élément important de tout ce qui est transition actuellement. Et ça motive surtout les jeunes. Vous pouvez très bien travailler sur ces sujets-là avec des écoliers. Et dernier mot là-dessus, parfois les jumelages, et on a beaucoup travaillé là-dessus au DFI, euh, ont du mal de réinventer des formats. Parfois, on reste un peu sur le format classique, on va dans l'autre commune, on se rencontre, mais parfois, c'est pas assez appétissant pour surtout des jeunes publics. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment un travail de transfert à faire, hein. Et donc, je vous invite vraiment à venir consulter le site du Forum pour l'avenir. Et là, vous trouverez peut-être des histoires qui peuvent inspirer vos propres travaux de jumelage. Oui, avant de passer la parole à Christophe, je voudrais revenir, c'est un sujet qui me concerne évidemment beaucoup. Donc, je vais compléter la réponse. Moi, j'ai remarqué effectivement qu'il y a euh, d'un côté des jumelages qui sont un peu tankés, comme on dit en Provence, hein, qui n'arrivent pas à trouver le renouveau parce qu'ils ont continué à faire la rencontre, etc. Euh, et, et j'ai trouvé des choses dans les jumelages absolument surprenantes. Un jumelage qui a échangé, ils ont échangé leur directeur de musée. Voilà. Ils ont dit, bah, nous, dans le cadre de notre jumelage, on a envoyé le directeur du musée de la ville allemande en France pendant un an, et l'autre est venu en France en Allemagne pendant un an. On a vu, il y a énormément de jumelages, c'est des choses qui nous rassemblent de plus en plus dans le viticole, hein, donc qui portent qui sont plus uniquement je te rencontre, j'apprends à te connaître et on fait un repas ensemble, qui sont des choses très profondes et qui se maintiennent. Et je m'inscris tout à fait dans ce renouveau qui, quand on le prend du mauvais côté, on peut être désespéré en disant bah oui, bah, les jeunes ne sont plus là, on n'arrive plus à faire des jumelages. Et en fait, quand on prend de nouvelles formes, on voit que tout de suite ça repart au quart de tour et ça enflamme tout le monde. Voilà, je passe la parole à Christophe Brauer, je ne le vois plus, je sais pas si c'est normal. Si, il est là, il est là. Ah d'accord, très bien, tu n'étais plus dans mon champ de vision. Christophe, à toi la parole et après à Benjamin. Merci, merci Frédéric, merci à vous trois, Franck et Stéphane.
J'étais très sensible au défi lancé à la fin par Stéphane sur le risque que le franco-allemand sombre dans la ritournelle des commémorations. Et je crois que il est plus que temps de sortir de nous fêtons les 30 ans, les 60 ans, de ceci et de cela, et pour se consacrer à des choses très concrètes, tournées vers l'avenir. Et c'est bien le sens du Forum de l'avenir dont s'occupe Franck maintenant. Euh, une question à Frédéric. L'Assemblée parlementaire, on en attendait beaucoup. Ça permet certainement aux députés des deux pays de mieux se connaître, ce qui est déjà un acquis considérable, mais on n'entend rien. Et quand on va sur le site de l'Assemblée franco-allemande, il n'y a rien. Il y a les déclarations du départ, qui sont vieilles d'il y a quelques années, mais il n'y a absolument aucune impulsion qui permette au tout un chacun comme moi de savoir ce à quoi il se consacre et ce qu'il propose concrètement. Et là, je crois qu'il y a une déficience qui serait probablement facile, je rigole, qui serait peut-être facile de régler, de publier en fait des conclusions, des recommandations aux deux pays. Et ça m'amène à la deuxième question. Euh, L'avenir concret, l'énergie est un sujet absolument primordial. On est d'accord sur l'objectif 2050. C'est facile d'être d'accord sur quelque chose de très long terme. Comme disait Keynes, à long terme, on est tous morts. Donc, c'est facile d'avoir un accord sur quelque chose qui est à l'horizon 2050. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un accord sur le chemin d'y parvenir. Et là, je me demande, il vient d'y avoir la COP à Dubaï, se prépare, puisque c'est chaque année une nouvelle COP, se prépare la COP de 29. 28, visiblement, il y a eu zéro concertation, puisque Macron dit il faut complètement sortir du charbon, et ça tout de suite, et il faut faire du nucléaire à tout va, et tout de suite. Ce n'est pas vraiment la position allemande. Euh, Ma question, c'est est-ce que on prépare, est-ce qu'il y a un comité de préparation commun de la COP 29 avec pour objectif euh, d'avoir un cahier des charges, un plan de route pour atteindre cet objectif 2050 en disant, ben voilà comment on va procéder. Et bien sûr, c'est du donnant-donnant. L'Allemagne cède sur ceci, la France sur cela, mais c'est le fruit d'un compromis. Or, pour le moment, je ne vois pas du tout l'initiative. Et là, peut-être le Forum de l'avenir, justement en se consacrant au développement durable, pourrait avoir un rôle à jouer. Alors, je vais prendre d'abord les deux questions pour moi et après, je passerai éventuellement à Franck pour l'autre question. Je crois que l'APFA et le Forum de l'avenir, on est à deux opposés de la vie sociale, je veux dire. Alors, moi, j'ai pris le point sur la communication, Christophe, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je crois que la communication officielle se fait par l'intermédiaire des deux parlements, hein. C'est-à-dire que la- les, les- les documents, il faut aller sur l'Assemblée nationale, chercher à PFA et avoir quelque chose en français organisé à la française. Même chose de l'autre côté. On a eu pas mal de questions au début, pour pas dire de difficultés, à ce que les parlementaires travaillent très bien ensemble, mais les deux administrations du Bundestag et de l'Assemblée nationale sont vraiment, c'est l'eau et le gaz, hein. C'est vraiment complètement différent. Donc ça a été très très compliqué d'arriver à rentrer dans les règlements des uns et des autres et les habitudes des fonctionnaires des uns d'un côté et de l'autre côté. Par contre, euh, on a passé un moment difficile avec la PFA à cause des élections. Il y a eu une année où il y avait les élections de chaque côté. C'était une jeune structure. Moi, j'étais pas tranquille sur, bah oui, mais ceux qui étaient leaders ne vont peut-être pas forcément être réélus, ne vont peut-être pas forcément être réélus dans la majorité. On sait que bah, Christophe, comment il s'appelle? Avant.
Christophe Christophe Arendt. Arndt. Christophe Arendt n'a pas été réélu. Bon, ben, il n'est pas réélu, il ne peut plus être à l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'il n'est pas réélu. Il y en a qui sont passés dans l'opposition, etc. Donc, je me suis dit qu'il faut déjà, voyons si si cette instance un peu jeune résiste au retour des deux parlements avec des nouvelles instances. Ça, c'est gagné. C'était un très grand bonheur pour moi parce que j'ai été même parfois surpris. Par exemple, du côté de parti où on ne l'attendait pas forcément, on a des gens qui jouent le jeu, manifestement, qui sont insupportables parce qu'ils sont souvent insupportables, mais qui jouent le jeu et qui sont là et qui travaillent et qui essayent de réfléchir avec les autres. Donc, les instances, le renouvellement des groupes de travail, le renouvellement des instances, tout ça s'est bien passé et on a senti qu'on partait vers des choses qui sont maintenant durables. C'est une institution qui est durable. Après, le fonctionnement en groupe de travail, moi j'essaie de communiquer sur le groupe de travail que je coordonne avec Andrea Young sur la souveraineté énergétique. Donc, vous imaginez, le 22 janvier, il y a un an, on se trouve 6 députés français, 6 députés allemands de tous les partis, Andreas et moi, et on doit parler ensemble de souveraineté énergétique. Voilà. Donc au début, forcément, il y en avait qui faisaient des réquisitoires sur les autres, donc il fallait qu'on... Voilà, c'était pas simple. On a vraiment beaucoup avancé. On a fait des documents communs, par exemple, on a défini ce que c'était que la souveraineté énergétique. Et on est tous d'accord. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Où est-ce qu'il faut travailler? Et dans cet agenda sur lequel on s'est mis d'accord, on voit bien, on commence à voir qu'il n'y a pas qu'une seule route, qu'on n'est pas obligé en Europe d'avoir des pays qui font les mêmes choix. Et on accepte même des choix qui sont des choix de psychologie de société. C'est possible, voilà, qu'on puisse avoir des choix différents au niveau des mix. Par contre, on commence de plus en plus à savoir, et je reprends quelque chose, je m'étais fait une petite note dans l'interview, dans l'exposé de Stéphane, sur, par exemple, l'importance des infrastructures en énergie, des infrastructures communes. C'est pas ah ben on a plein de gaz, ou on a plein d'électricité nucléaire, ou on a plein de vent, ou on a plein d'hydraulique. Alors maintenant, comment on va faire pour les acheminer? C'est on fait les infrastructures communes de façon globale. Parce que ne pas raisonner comme ça, c'est comme si vous disiez que c'est Peugeot, MAN et Mercedes qui doivent construire les autoroutes. Non, on construit d'abord les corridors et après, il y a des gens qui construisent des appareils, des trains, des camions, des voitures qui utilisent les corridors européens. Mais donc, le fait que petit à petit se détachent les stratégies, et là, on est très très proche, on est tous d'accord sur le fait que les interconnexions ne suffisent pas, qu'il faut qu'on ait de la gestion commune, sur le fait que le gaz doit être préparé autrement que ce que ça a été préparé jusqu'à présent, indépendamment de d'où vient le gaz ou d'où vient l'électricité qu'on met dans le réseau. Donc, les infrastructures. Voilà, et puis dernier élément, alors encore une fois, Christophe, je retiens le côté communication et c'est quelque chose que je note pour le travailler parce que je crois que si toi tu trouves pas, personne ne peut trouver, donc c'est absurde parce qu'on travaille bien, je crois, ce qu'on fait est quand même. C'est du niveau parlementaire, hein. Il y a pas grand, il y a pas beaucoup, il n'y a pas des millions de citoyens qui vont regarder ce que fait le Bundestag ou ce que fait l'Assemblée nationale tous les jours, mais c'est important qu'on communique mieux. Et je retiens aussi l'autre point sur la préparation de la COP29. C'est une très très bonne idée. Je crois qu'on pourrait avoir un travail de préparation de la COP29 en tant qu'APFA. Ça serait quelque chose qui serait relativement une délégation ou un travail. Et c'est quelque chose que je retiens et que je demande à mon équipe de noter. Voilà, merci Christophe. Alors je prends dans l'ordre. D'abord Benjamin Courte, qui a aussi disparu de mon. Voilà, donc je salue le directeur du Burgerfund, mais je le vois Oui, plus. Alors, qui prenne si, la parole. bah, Je j'espère vais, que vous ça va m'entendez. revenir. Voilà, oui, oui, on t'entend. Bonsoir, en fait, je voulais juste réagir de façon très succincte par rapport à ce qui a été dit sur les jumelages. Je rejoins tout à fait l'analyse qui a été faite aussi par Frank Bassner, euh, voilà, que j'approuve à 100%. Et par rapport à la question qui a été faite aussi sur le renouvellement des jumelages, c'est quelque chose aussi qui est très important pour le Fonds citoyen. Et on a prévu de mettre en place pour cette année un accompagnement spécifique, justement, pour les jumelages, pour leur accompagnement
ce processus de renouvellement, même si le terme de renouvellement n'est peut-être pas le mieux choisi, puisqu'il y a, comme l'a dit M. Frédéric Petit, beaucoup de jumelages, les jumelages sont éthérogènes et il y a des choses très intéressantes qui se font au niveau des jumelages. Mais en tout cas, le Fonds citoyen va mettre en place cet accompagnement, va le publier bientôt sur Internet avec aussi un appel à candidature pour pouvoir suivre des tandems de jumelage. Puisqu'il faut savoir que un bon grand nombre de projets est déposé auprès du Fonds citoyen qu'on soutient et qui émanent aussi donc de jumelages qui soient anciens, nouveaux, qui soient redynamisés. Et ce qui est important aussi, et ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui a été dit sur le paradigme, le changement de paradigme euh, concernant la relation franco-allemande. Et je crois que c'est ça qui est important cette année avec le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est de ne pas que être dans la commémoration, puisque lorsqu'on a célébré les 60 ans du traité de l'Élysée, on est revenu évidemment sur cet acte fondateur entre deux grandes figures que sont le général de Gaulle et Adenauer, et qui ont signé euh, sur le traité de l'Élysée et amorcé ou scellé la réconciliation. Et là, je pense que ce qui est important pour nous, nous toutes et tous, cette année, et aussi pour le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est plutôt cette projection vers l'avenir et ce qu'on veut construire en fait dans le franco-allemand, et donc de retrouver cette raison d'être et cette raison d'être de la particularité de cette relation franco-allemande au service de l'Europe. Et c'est déjà inclus dans le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est peut-être ça qu'il faut essayer d'arriver à communiquer, euh, ce qui est déjà inclus dans le traité d'Aix-la-Chapelle, comme l'a évoqué aussi M. Petit. Je crois que c'est vraiment un paradigme que nous, en tout cas au niveau du Fonds, on essaie de défendre et de mettre en avant. Merci Benjamin. Je vais passer la parole à Claire et puis Stéphane, je te passerai la parole soit pour répondre à Madame Fuchs, soit pour reprendre la parole sur ce qui vient d'être dit. Bonsoir, bonsoir, Claire Fuchs de Hambourg. Tous mes voeux de santé et de bonheur et de réussite pour 2024, quoi qu'il arrive, pour vous et vos proches. Alors moi, je voudrais rebondir sur le sujet des jumelages, sur leur poids de plus en plus important dans le monde économique, à un tel point, c'est que les Échos, au mois de novembre, se sont penchés sur le sujet des jumelages, alors non pas seulement franco-allemand, mais dans le monde entier, mais sans oublier qu'en Europe, les jumelages franco-allemands sont le moteur pour d'autres jumelages, quelquefois tripartis, ce qui est très intéressant, pour faire non seulement des échanges scolaires, mais aussi d'apprentis, et pour faire des échanges de connaissances, à un tel point, c'est que la Konrad Adenauer Stiftung avait fait il y a 4 ans une étude sur le rôle et sur la dimension, sur la perspective des jumelages. Alors, on dépassait cet exercice commémoratif qui lasse les jeunes générations, il faut être honnête, qui ne les intéresse pas. Et si on veut réintégrer les jeunes générations dans les jumelages, il faut donner une perspective européenne, une perspective technologique et une perspective politique environnementale. Voilà, c'était mon... Merci bien. Je voulais... Stéphane, à toi la parole pour ces deux interventions qui rejoignent des choses que tu as dit en introduction. Oui, merci. Je vais juste très vite revenir sur ces questions des commémorations. Ils servent à une cause très importante pour nous, représentants de la société civile. Ça permet de rappeler les engagements pris. Et je peux déjà dire, nous, au défi, au moins, on ne va pas se priver pour les 5 ans du traité d'Aix-la-Chapelle de rappeler l'article 9. Les deux États reconnaissent le rôle décisif que jouent la culture et les médias dans le renforcement de l'amitié franco-allemande. En conséquence, ils ont résolu à créer pour le peuple un espace partagé de liberté et de possibilités, ainsi qu'un espace culturel et médiatique commun. Et quelques autres éléments aussi dans les projets prioritaires que vous connaissez, qui sont attachés au traité, n'ont pas beaucoup avancé les dernières 5 ans. Et donc, ces commémorations, c'est au moins l'occasion de rappeler les engagements pris. Je pense encore aux infrastructures, Frédéric, évidemment, le pont à Prisac et Neuf-Prisac, entre Prisac et Neuf-Prisac, pour aller de Colmar à Fribourg,
une ligne de train qui existait du temps de l'Empire allemand avant 1914, qui existait jusqu'à 1945, que les premiers maires qui se retrouvaient en 1952 entre la Suisse et la France et l'Allemagne ont demandé à reconstruire, qu'on a inscrit dans le traité d'Aix-la-Chapelle et qui n'existe toujours pas. Oui. Merci. Je passe maintenant la parole à Jean-Marie Desnaux et après à Monsieur Ries. D'abord Jean-Marie. Merci de me permettre cette intervention. J'aimerais poser deux questions et je vous prie de m'excuser si peut-être elles trahissent un petit peu que mon background, ça a été l'industrie et le management. Je crois que cette coopération et intégration franco-allemande, puisque c'est le titre du traité d'Aix-la-Chapelle, c'est un énorme programme de transformation. Et je pense que dans un tel programme de transformation, il faut plus de systématique. Systématique qui d'ailleurs permet d'améliorer la communication. Dans la systématique, il y a un rôle qui me paraît toujours très important, c'est à côté de tous les rôles de management, de contrôle, etc., c'est le rôle de la surveillance. Pour moi, l'Assemblée parlementaire franco-allemande devrait avoir un peu ce rôle de conseil de surveillance de ce qui se passe de cet énorme programme qu'est euh, la coopération franco-allemande. D'ailleurs, le terme programme était déjà pris dans le traité de 1963, si je me souviens bien, dès l'article 1. Donc, c'est réellement ça, la façon de gérer. Et je pense que ce devrait être le rôle de l'Assemblée parlementaire franco-allemande de réagir à l'apathie qui s'installe dans les ministères au sujet des différents thèmes. Si j'ai pris le thème dans mon chat de la défense, c'est parce que c'est vrai, le chapitre 2 de ce traité de Aix-la-Chapelle est pratiquement délaissé. On parle toujours des deux gros programmes MGCS et SCAF, mais il y aurait tant d'autres choses à faire et ce serait tellement plus utile. Ma deuxième chose, c'est que dans un management bien fait, on mesure les progrès parce que ça oblige d'abord à formuler les objectifs. Et outre toutes les déclarations politiques très agréables, ça oblige à réellement se demander quel est le progrès bien fait, qu'est-ce que je peux mesurer, qu'est-ce qui est tellement bien mesuré que je peux le communiquer. Donc je demande, ne serait-il pas nécessaire de mesurer systématiquement et de publier un indice de ce progrès de la coopération franco-allemande, comme on le fait dans toute grande entreprise bien gérée? Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Marie. Je crois que c'est à moi de répondre, puis après peut-être à Franck. Euh, alors normalement, la PFA, c'est son rôle. Voilà. C'est le rôle d'ailleurs qu'il a maintenu hors de l'eau, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui accusaient la PFA au début d'être un espèce de faux Parlement européen, une espèce d'ingérence, etc. Ça a été très clairement dit, la PFA sert à ça. Et nous avons trouvé des outils, qui sont des outils assez intéressants, d'ailleurs, que je vous invite à regarder quand il y en a, parce que 3 fois par an, nous avons 2 ministres que nous passons sur le grill, de la même manière que nous passons sur le grill en France nos ministres français, nous passons sur le grill, la PFA passe sur le grill un couple de ministres franco-allemands. Nous l'avons fait, pour reprendre ce que disait Stéphane tout à l'heure, nous l'avons fait très récemment avec les ministres de l'Éducation sur l'enseignement du français. Avec des choses très concrètes, quoi, où ils nous disent, par exemple, pendant la réunion, ils ont prévu, je crois que c'est en janvier à Sarrebruck, pour relancer l'apprentissage du français en Allemagne et de l'allemand en France, de faire une réunion commune des recteurs français et des ministres d'éducation des Länder à Sarrebruck. Et pendant la réunion, parce que nous, on ne le savait pas, on leur a dit, mais c'est pas normal qu'on ne le sache pas, ils ont dit, oui, vous avez raison, d'ailleurs, finalement, on va vous inviter. Voilà. Et l'Assemblée parlementaire franco-allemande sera présente lors de cette journée. Donc voilà, comment dire, des choses qu'on ne dit pas tous les jours, mais nous avons des outils de contrôle et c'est bien le rôle de ça. Voilà, on a parlé des trains tout à l'heure, je voulais le répondre à Christophe Braouet tout à l'heure aussi. Bon, le train de nuit, la réouverture du train de nuit, le travail sur les liaisons TGV, les liaisons rapides entre Berlin,
entre Paris et Vienne, etc. C'est des choses qui sont parties de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. C'est là qu'on a repris, qu'on a remis des demandes, etc. Alors, que les parlements ne soient pas les meilleurs, soient pas aussi efficaces que les grandes entreprises, Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord. Tu connais parfois la solitude. C'est vrai qu'on a besoin d'indicateurs, qu'on n'a pas d'indicateurs, mais ça, je crois que c'est vrai dans tous les domaines, dans tous les domaines de cette construction patiente qu'est la démocratie, où il faut effectivement, on devrait avoir plus de choses qui soient mesurées. Voilà, à part les finances, on ne mesure pas grand-chose et on n'a pas beaucoup d'indicateurs. Il y en a dans le budget des indicateurs qui ne sont pas financiers, mais on manque d'indicateurs qui seraient pourtant assez faciles à faire. Je passe la parole à Franck, si vous voulez Oui, rajouter oui, quelque juste, chose. merci. Juste un petit mot, Jean-Marie. Merci pour ces comparaisons entreprises et actions publiques. Évidemment, ça boite toujours un peu parce que dans une entreprise, quand deux veulent travailler ensemble, il y a un intérêt économique qui s'affiche quelque part à l'horizon et les indicateurs servent à faire en sorte qu'on arrive vers cet horizon de succès économique commun. Quand on a suivi un peu la naissance de cette raie d'Aix-la-Chapelle, on se demande s'il y avait vraiment derrière un intérêt commun, s'il y avait derrière une volonté déjà, comment dire, euh, concertée pour vraiment croire à des progrès. J'irais jusqu'à dire que ces traités se font quand rien ne va plus. Ça paraît un peu paradoxal, mais j'ai vraiment l'impression que c'était une tentative de ressusciter quelque chose qui justement n'était plus évident, où l'intérêt partagé n'était pas évident du tout. Euh, on l'a vu avec le traité du Quirinal entre la France et l'Italie, qui était pratiquement greffé sur le traité de l'Élysée et d'Aix-la-Chapelle. Depuis, rien ne s'est fait. C'était pour que ça existe. Donc, je pense que les raisons d'être de beaucoup de ces projets ne correspondent peut-être pas forcément à des logiques aussi rationnelles que le choix économique d'une entreprise. Et Frédéric l'a très gentiment dit, c'est la démocratie qui est un peu compliquée, c'est vrai. Euh, Par exemple, le Zukunftswerk, le Forum pour l'avenir franco-allemand, c'était une idée allemande qui était venue de l'Allemagne. Et la France l'a acceptée sans l'embrasser tout de suite. Maintenant, ça commence à aller mieux. Donc, évidemment, on peut comparer l'activité d'un management privé et d'un management public avec quelques nuances quand même, parce que sur les indicateurs, ça marche pas toujours de la même façon, mais c'est vrai, je me rappelle le 40e anniversaire du traité de l'Élysée, on avait une liste 119, je pense, points qu'on voulait réaliser. Et après, il y avait une feuille de route, il y avait tous les ans, on faisait un checklist et on voyait ce qui avançait. Mais premièrement, ça n'a pas beaucoup avancé. Deuxièmement, l'intérêt public n'y était pas non plus, parce que parfois, c'est des choses très techniques, très juridiques, qui posent problème, hein, à la réalité des gens, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut coter en bourse. C'est un peu ça, je pense, aussi le problème, hein. La bourse politique n'est pas la bourse économique. Il y a une autre logique et ça crée évidemment des problèmes de suivi. Merci. Monsieur Riz, j'espère que, que je n'ai pas écorché votre nom. Non, À vous la parole. prise en allemand, c'est prise, mais en Riz. français. Ah, je comprends. Merci beaucoup, monsieur le député. Comme nous sommes une cérémonie de vœux, les meilleurs vœux pour tout le monde de notre association depuis notre petite île dans les vallées de la Loire. Je vais plutôt faire une proposition ou un commentaire sur ce que le professeur Balsner et M. Seidendorf ont dit. Et Benjamin, il est aussi présent. Pendant la pandémie, c'était pas évident, mais on a réussi de faire un dialogue citoyen sur l'avenir de l'Europe entre Bourgogne-Franche-Comté et les Rhénanie-Palatinat. Et là, c'est quelque chose de très concret, ça c'est le document, que par hasard, ah oui, Zoom l'enlève, où on dit, oui, plusieurs initiatives existantes à saluer relié comme un déploiement de réseaux européens des acteurs de transition énergétique des villes ou un réseau bénévole d'agences de l'énergie Rhénanie-Palatinat. Alors, on travaille, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ces deux projets. J'avais aussi présenté ça au congrès que Benjamin, ou l'organisme de Benjamin avec son équipe, a organisé à Leipzig. Monsieur Petit était aussi présent. Et peut-être là, on pourrait faire des choses assez concrètes
parce que comme ingénieur, je trouve toujours c'est pas nécessaire de réinventer toujours la roue. Et je vois aussi que Christophe Braoué est présent. On a un ami commun avec Olivier Mousson, qui est président de la très ancienne Société d'encouragement de l'industrie nationale de 1900, non, de 1801, alors sous impulsion de Napoléon. Et là, on travaille aussi, là, je suis en train de finir un dossier pour le président. On va faire aussi deux pitchs pendant la présidence Belgique sur le climat comme ça. Alors, si M. Basner et M. Zagendorf, vous êtes ouverts sur des propositions qui sont déjà très concrétisées, qui sont partiellement quand même ces documents payés par le fonds, partiellement par le fonds citoyen, nous sommes absolument partants, je crois en dit français. Franck, Stéphane, vos réactions? Allons-y. Oui, bien sûr, il faut se raconter ces histoires que peut-être on ignore et qu'il faut associer les forces, c'est sûr. Si c'est plus proche du DFI, ce sera le DFI qui prendra en charge de divulguer, de parler, d'analyser. Si c'est vraiment des sujets proches de ce qu'on fait au Forum pour l'avenir, on est preneur, hein, bien sûr. OK. Je crois qu'il y a eu un travail sur les villes de mines aussi, les anciennes, la reconversion des petites villes qui avaient des mines avant et qui perdent la mine et comment on se reconstruit. Il y a eu un travail qui a été fait comme ça dans le Zukunftswerke au début. Yeah, Los Angeles, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Très bien. Arthur, je vois plus de mains levées, moi. Donc, si tu as une question à formuler qui est passée dans le chat, Oui, j'en avais une de Monsieur Stéphane Neumann. Selon vous, Monsieur Bastner, gardons la question essentielle. Quel est l'accrochage concret du travail important de la Commission au quotidien français, allemand ou franco-allemand, comme citoyen lambda? Ai-je une opportunité d'y participer directement, ou peut-être pas seulement concernant les étudiants, mais aussi les jeunes ouvriers, ouvrières? Merci. La première partie, j'ai pas bien compris. Ça se réfère à Ouais, quel... je pense que c'est une question qui est dictée. C'était suite à votre introduction, Sur le Forum pour l'avenir? oui. certainement. Bon, alors, le Forum pour l'avenir, pour l'instant, dans sa forme actuelle, s'adresse surtout aux collectivités territoriales qui travaillent sur les sujets du cycle annuel, actuellement justement transition énergétique. Pour chaque citoyen, c'est difficile de participer directement aux travaux, sauf si vous vous contentez d'un rôle un peu plus passif, en observant ce qu'on fait simplement. En suivant les travaux, on peut assister à des réunions, à des workshops en ligne, en présentiel aussi. Je vais commencer à faire toute une tournée euh, dans différentes villes allemandes et françaises pour parler justement de ça. Et là, il y aura l'opportunité. Sinon, je pense en tant que citoyen lambda, comme vous dites, le plus simple et le plus efficace, c'est de s'associer à des structures ancrées dans votre territoire, que ce soit euh, des associations pour l'Europe, que ce soit des activités de jumelage, peu importe. Je pense que l'ancrage est plus facile à faire sur votre propre périmètre de vie. Sinon, ça reste un peu passif hein, en tant que citoyen. Si vous avez une structure derrière vous, une association ou un groupement ou euh, un mouvement citoyen quelconque, là, évidemment, c'est plus simple d'avoir une structure qui permet de s'associer, de participer à des dialogues, de représenter un groupe un peu plus grand de personnes. Donc, le Forum pour l'avenir, pour l'instant, hein, dans sa forme actuelle, pour citoyens, citoyennes lambda, c'est plutôt une offre de s'occuper de sujets, de suivre les discussions. Allez sur le site, vous aurez toujours une fois par mois ce qu'on appelle une cuisine de la transformation. C'est un format en ligne où un expert, une experte discute, explique leur vision d'un sujet très spécifique. Et là, évidemment, vous êtes invité à participer comme on le fait maintenant avec ces vœux de Frédéric Petit. Merci. Juste un petit complément là-dessus qui, voilà, qui complète et qui prend ma position souvent de terrain par rapport à celle-là. Mais si vous avez dans votre collectivité territoriale, vous pouvez aussi très bien vous appuyer sur un organisme qui n'est pas du tout encore franco-allemand ou qui en est très loin. Il ne faut pas, voilà,
l'association de chasse d'un village peut, grâce Ouais. euh, à votre engagement, ou ce que vous faites, ou votre association de musique, ou etc., peut intégrer le fait euh, que c'est à partir de ça qu'on peut commencer à créer, à tisser. J'aime bien cette idée du tissage, moi, hein, plutôt pour construire. C'est que quand on tisse, c'est toujours beaucoup plus solide que quand on tricote. Voilà. Mais c'est plus compliqué parce qu'il faut travailler à plusieurs en même temps, au même moment, au même endroit. Donc voilà. Alors que tricoter, c'est une espèce de ligne qui se remord la queue un peu systématiquement. Mais c'est symbolique, mais c'est très important ce que je dis. Donc voilà, il ne faut pas hésiter dans votre entreprise même, ou dans votre école, ou avec vos gamins, ou etc., dans ce que vous faites, dans les engagements que vous portez, de les transcender, de les passer dans un niveau qui est un niveau franco-allemand ou un niveau européen. C'est comme ça qu'on a vu, tout ce qu'on a vu dans la relance du franco-allemand, très souvent est venu comme ça. Et en plus, euh, c'est ça qui est maintenant, qui rentre tout à fait dans les critères de financement du Bürgerfund, hein. Le Bürgerfund, maintenant, va plutôt dans cette direction de faire financer des coopérations franco-allemandes plutôt que de choisir a priori que ça doit être tel domaine ou tel domaine. Le Bürgerfund est ouvert à tous les domaines de la vie de tous les jours. Voilà. Jean-Marie, tu n'as pas baissé ta main ou tu veux reprendre la parole? Si, Mais je te le passe. si Je te cela m'est repasse la parole. Je te d'accord. repasse la parole. Mais maintenant, donc, plutôt sur ce sujet de rendre plus vivante cette coopération, je pense que des centaines, sinon des milliers de jeunes, à l'époque jeunes, qui ne le sont plus tellement maintenant, ont fait une expérience d'Erasmus ou bien d'études franco-allemandes ou bien des choses comme ça. Moi-même, dans ma petite ville, j'en connais plusieurs, donc ça doit être à travers le France et l'Allemagne, ça doit déjà être un grand nombre. Et ces gens, souvent, ont fait des expériences en général quand même plutôt positive, puisque Erasmus, on l'a dit quelques fois, c'était presque une usine à mariage aussi. Donc, je me dis qu'il doit y avoir là un énorme réservoir, en fait, d'expériences positives à communiquer, et je me demande si nous utilisons suffisamment ce réservoir pour montrer justement aux autres maintenant que ces contacts franco-allemands, je ne parle plus de coopération, mais ces contacts que nous faisons, eh bien, sont réellement quelquefois la base de vie nouvelle. Ouais, Voilà. ouais. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je l'encourage. Je trouve au-delà des financements qu'il apporte, que le Bürgerfund fait un travail intéressant de compilation, de communication sur tous ces petits projets. Parce que le Bürgerfund, il faut bien comprendre que c'est beaucoup, beaucoup de projets, hein. Moi, ça fait partie des choses que je dois contrôler. Donc, c'est impressionnant quoi, quand on regarde la liste des petits projets, mais plein, plein, plein de petits projets. Et donc, il y a une communication qui est faite, il faut la vouloir, mais elle n'est pas faite au journal de 20 heures tous les jours, mais qui est impressionnante et qui donne plein d'idées, je trouve. C'est une bonne remarque. Arthur, autre chose. Oui, j'ai une question dans le chat. Alors, il faudrait la reformuler. De Massimo Droiden. Bonsoir, excusez mon français, citoyen italo-français. Mon point de vue rejoint ceux de Monsieur Sedendorf. Une Europe forte, soit économiquement que militairement, avec des pays Locomotive. locomotives. La guerre en Ukraine doit trouver une fin pour que même les problèmes internes puissent être résolus. Est-ce nous, l'Europe, est-ce que l'Europe est prête à vraiment tout faire pour que l'Ukraine puisse rejoindre l'Europe et l'OTAN? Militairement, les groupes d'armement semblent avoir d'autres priorités. Merci. Stéphane, bon courage. Mais Oui, difficile, difficile question. je prendrai la parole après toi. Je ne te laisse pas tout seul. Nous n'avons peut-être pas assez parlé de la paix, hein, avec les défis évoqués tout à l'heure. Donc, c'est l'occasion de rappeler que nous sommes dans une situation où la guerre est revenue en Europe, en vérité depuis 2014, mais là de manière chaude et virulente, et que ça nous concerne aussi nous. Et je ne crois pas que nous ayons pris
euh, la dimension, toute la dimension de ce que ça comporte. Et encore une fois, nous ne sommes pas au point que je souhaiterais où la France et l'Allemagne y jouent en commun, ensemble. Vous avez peut-être vu que le chancelier Scholz, il a demandé à la Commission de présenter, à la Commission européenne, de présenter lors du prochain sommet européen un listing de combien les différents pays ont contribué pour aider l'Ukraine. Très bon point pour l'Allemagne, qui a beaucoup contribué, évidemment, d'autres moins, mais il ne va pas jusqu'à pointer directement la France et l'Italie, qui, selon lui, n'ont pas assez contribué, mais on pourrait très bien s'imaginer que la France et l'Allemagne profitent de cette situation pour proposer ensemble un instrument européen de financement, un programme euh, plus intégré, plus avancé et plus innovant aussi en ce qui concerne des instruments de financement que ce qui est le cas actuel. Et là, on est en manque de leadership. Et puis, en regardant les élections qui vont venir cette année, d'abord au niveau européen, ensuite en Allemagne de l'Est et puis pour terminer aux États-Unis, bah, il faudrait se regrouper, se résoudre, agir en commun et de manière plus lisible, au moins, et plus déterminée probablement que c'est le cas actuellement. Oui, ben merci Stéphane pour pour ce regard extrêmement académique, je veux dire, et rigoureux et juste. Moi, je vais faire quelque chose qui est plus politique et que je dis souvent, donc je vais le redire ici. Euh, c'est une guerre qui nous concerne, c'est notre confrontation. Et je prends des exemples, les gens me disent oui, mais les valeurs européennes, les valeurs démocratiques, parfois c'est du blabla. Moi, je suis, si à travers la tragédie et la brutalité, il y a quelque chose qui pointe aujourd'hui et que moi je reprends, c'est qu'on a des valeurs concrètes à mettre dessus maintenant, aujourd'hui. Je les reprends souvent, hein, je dis souvent, voilà, nous, on est la seule institution au monde qui a décidé qu'ils auront 24 langues officielles. Nous avons 24 langues officielles et nous défendons les langues régionales. Parce que nous, pas parce, pour faire joli, parce que nous disons, eh bien, l'humanité, elle est plus intelligente quand il y a plus de langues. Donc, il faut le maintenir. Donc, il faut avoir des traducteurs. Donc, quand on prend une directive, il faut la traduire aussi en hongrois. Je vous rappelle qu'on a non seulement 24 langues officielles en Union européenne, mais qu'on a 5 alphabets différents. Et je dis même que quand je dis qu'on en a 5, c'est que je considère que les Slaves ont tous à peu près le même, parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord entre eux pour le dire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est clair. De l'autre côté, on a un modèle qui dit, écoute, tu parles russe, donc c'est moi le chef. Eh ben non, moi je suis pas d'accord. Voilà, c'est nous que ça concerne. Si on laisse passer un certain nombre de méthodes de gouvernement ils ont le droit de faire ça en Russie, moi, voilà, je ne discute pas. Mais si on laisse passer des choses, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce qui se passe, ce n'est pas nous. Dire j'envahis l'Ukraine parce qu'il y a des gens qui parlent russe et qui sont malheureux, je rappelle très souvent, hein, parce que les gens me disent, mais c'est une anecdote, ça, la langue. Mais Lavrov a dit en mai 2022, quand il a dû justifier à la conférence de Samarcande l'agression, il a dit, c'est un discours officiel, hein. Mais enfin, si les Wallons avaient des problèmes avec les Flamands, tout le monde comprendrait que la France prenne les armes pour défendre la minorité française en Belgique. Ah non, les Wallons, ce n'est pas une minorité française en Belgique. C'est des Belges qui parlent français. C'est complètement différent. Et la citoyenneté, ça se défend. C'est la citoyenneté qui est agressée. Parce que si c'est ma langue, si c'est là où je suis né qui fait ce que je suis, c'est du déterminisme et c'est de l'esclavage. Non. Nous, on est citoyens, on le choisit. Et parfois, dans la centaine de personnes qui sont autour de la visio, là, eh ben, il y en a qui ont deux citoyennetés. C'est pas qu'ils ont deux fois des droits, ils ont deux fois du travail. Deux fois du travail. Parce qu'ils sont deux fois plus engagés. Voilà. Quand je vote pour la mairie de Cracovie, je m'intéresse à la mairie de Cracovie. Et j'ai le droit de voter pour la mairie de Cracovie. Donc, ça se défend. Et c'est ça qui est agressé en Ukraine. Reprenez, si vous avez des doutes, reprenez le discours qui a annoncé la guerre, le discours de Poutine en 2021, l'été 2021. Lisez-le, c'est limpide, c'est limpide. Donc, c'est nous que nous défendons. C'est nous que nous défendons. Alors après, je ne rentre pas dans les détails analytiques que vient de faire Stéphane, mais franchement, et la campagne des Européennes, c'est comme ça qu'il faudra la vivre. Je préfère perdre, mais perdre en sachant ce que les gens ont voté,
que éviter le débat. Il ne faudra pas éviter ce débat. Il faudra dire, je ne veux pas vivre, je ne veux pas que mes petits-enfants vivent dans un pays où les soldats, c'est des mercenaires. Non, chez nous, un soldat, c'est d'abord une citoyenne ou un citoyen. Et bien chez eux, non. Un soldat, c'est celui qui accepte de mourir, c'est celui qui va éventuellement exploiter une mine d'or, comme ils font en Afrique. Ben non, chez nous, c'est pas ça, un soldat. Un soldat, c'est d'abord une citoyenne ou un citoyen. Voilà. Excusez-moi, mais je pourrais en parler 3 heures et on n'a plus trop le temps. Ce que je propose, Monsieur Massimo Drouaden, je veux bien vous donner la parole, mais je crois qu'on vient de poser votre question. Donc, je vous accorde une petite réaction complémentaire et après, Oui. les phrases de conclusion. Non, je voulais vous remercier, Monsieur Seidendorf, Monsieur Petit. C'est la première fois tout à fait que, en tant que citoyen, simple citoyen, je participe. J'habite en Allemagne, j'ai une famille, une femme allemande. L'Ukraine et tout ça, c'est des sujets qui effectivement me concernent en tant qu'Européen. Je me sens très fort et européen. Et j'apprécie le fait que, effectivement, tous les efforts sont faits pour que des valeurs démocratiques soient défendues sur nos sols comme celui-ci de l'Ukraine, pardon. Merci bien, c'est tout. Eh ben, merci. C'était un témoignage et c'était exactement ce que j'attendais de vous, y compris en termes de temps, de parole. Donc, c'est magnifique. Euh, Peut-être que Stéphane, une parole de conclusion, parce que je vois plus, il n'y a plus de questions, Arthur. Non, Non? Ok. je ne sais pas si c'est un bon signe, mais alors c'est peut-être puisque nous sommes dans cette audience et dans ce groupe plutôt d'accord, hein, aussi nous deux, Frédéric, que c'est en quelque sorte notre guerre et la question de toute l'Europe qui se joue là. Et que nous ne devons pas oublier que nous sommes d'abord Européens et puis en tant que Franco-Allemands, des Européens. C'est la raison d'être du Franco-Allemand et que il faut le rappeler de temps en temps. J'espère que je n'étais pas trop négatif là-dessus. Et on a des magnifiques structures, des instruments pour coopérer, pour permettre aux Français et aux Allemands de se retrouver autour de cet esprit de l'Europe. Mais il faut les jouer, faut s'en servir et il est grand temps. Heureusement, souvent les crises, c'est le moment où on s'en souvient le plus et puis où on finit par se résoudre à la raison franco-allemande et on va dans ce sens. Donc je l'espère pour 2024. Merci Stéphane et merci du temps que tu as passé avec nous. Je suis toujours aidé par tes remarques et par ta capacité d'analyse. Franck, si vous voulez prendre quelques minutes pour un petit mot de conclusion. Oui, juste un mot. Comme disait Stéphane, peut-être nous sommes plutôt d'accord dans ce groupe réuni autour de Frédéric Petit. Donc moi, j'ai une proposition pour l'année qui a commencé. Si nous tous et toutes, dans nos différents contextes, nous essayons de ne pas nous satisfaire de notre bulle franco-allemande, mais de parler, de communiquer autour de ce que nous pensons utile et nécessaire à l'Europe vers des publics qui ne sont pas automatiquement intéressés. Ça, c'est vraiment un constat que je fais souvent, c'est que quand on est entre nous, eh ben, c'est un peu un nuage rose qui est très bien, on se parle, on se comprend, on sait que c'est important, mais autour de nous, parfois, les gens ne connaissent pas ce que peuvent faire les citoyens dans leur structure. Tu disais, Frédéric, tout à l'heure que oui, l'association de chasse peut avoir un rôle à jouer. Ça, c'est des choses importantes, je pensais. Au DFI, on a toujours essayé d'associer des groupes de jeunes, notamment, qui ne sont pas des lycéens, qui sont plutôt dans le contexte professionnel, parce qu'eux aussi, c'est nos citoyens. Et c'est notre futur. Donc, essayons de sortir de notre bulle le plus possible pour motiver peut-être de nouvelles citoyennes, nouveaux citoyens pour débattre d'abord et s'associer à une démarche démocratique européenne qui peut transcender évidemment aussi le monde franco-allemand. Voilà mon vœu pieux pour 2024. Merci Franck, merci. Puis merci du travail que vous faites et merci du temps que vous avez accepté de passer avec nous. Avant de vous remercier tous, je voudrais revenir sur cette phrase de conclusion. Euh, bon, je le dis parce que j'ai entendu la remarque
du dernier orateur, ça fait partie de mes priorités de mandat, moi, hein, depuis 2017, hein, de confronter, de se rencontrer. Et comme je dis souvent, des fois on est 5 dans un café, des fois on est 200 inscrits sur un webinaire. Pour moi, c'est pareil. La démocratie, c'est pas au poids. Et c'est bien là que ça se joue. Et je crois que moi, je reste optimiste pour l'année qui vient. Je reste optimiste pour la campagne des européennes. J'ai peur, mais je reste optimiste, hein, comme avant un match. Je crois que ce sera une bagarre. Il ne faut pas hésiter, exactement comme l'a dit Franck, il ne faut pas hésiter, il ne faudra pas hésiter à aller se bagarrer là où on n'est pas attendu, au café du commerce, dans les endroits où les gens ils disent oui, mais c'est ça l'Europe. Il y a des gens, ils ne savent même pas ce que c'est quand ils en parlent. Voilà. Et sur ce genre de, enfin, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Enfin, on a un gars qui nous dit que l'histoire, c'est qui réécrit l'histoire tous les matins. Non, l'histoire, c'est pas de l'assignation à résidence, c'est pas une arme de guerre, l'histoire. L'histoire, c'est un débat, c'est de la science. Voilà. Et là, on a des gens qui nous balancent l'histoire comme une arme de guerre en disant parce que ceci, parce que cela, eh ben, c'est comme ça. Non, et il va falloir se battre. Il va falloir se battre pendant cette campagne. Moi, je suis à disposition. D'abord, je fais faire des séminaires citoyens. Donc, on a une saison qui est en train de se préparer, qui tournera autour évidemment des enjeux des européennes, comme on avait fait il y a 5 ans. Je reste assez optimiste, hein, dans cette bagarre parce que je crois qu'on a des éléments. Et puis, si vous avez besoin d'éléments parce que vous avez un débat, parce que vous avez des discussions familiales qui tournent mal, moi, j'ai des éléments. Il y a plein d'éléments qu'on peut mettre à votre disposition pour faire avancer les choses, pour casser les messages, les faux messages. On est en guerre d'information, hein. On est en guerre d'information. Il y a des messages qui viennent du Kremlin, hein, pour casser la campagne européenne, pour dire que l'Europe c'est ceci, que l'Europe c'est cela. Il faut répondre du tac au tac. Cette campagne, ça serait une réponse du tac au tac. Il faudra y être prêt. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Je sais qu'on a des atouts. Je sais qu'on a des atouts. Les gens qui sont comme nous, je ne dis pas binational, moi je dis bicitoyen. J'aime beaucoup dire plutôt bicitoyen que binational. Je trouve que ça correspond plus à ce qu'on est, que binational, où ça fait un peu puisque je suis binational, j'ai droit à 2 fois plus. Ben non, puisque tu es bicitoyen, il faut que tu travailles 2 fois plus. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Voilà, en tout cas, merci de votre présence et puis de toutes ces questions et de ces débats qui ont été de haut niveau, je trouve. Euh, je vous renouvelle mes voeux et de toute façon, on se verra bientôt. Je crois que, je ne sais pas si mon équipe est là, mais je sais qu'ils sont en train de me préparer une semaine en Allemagne bientôt, là. Donc, je reverrai les Allemands bientôt et puis une semaine à Cracovie aussi, s'il y a des Polonais dans la salle. Voilà. Et avant de vous quitter, je voudrais quand même citer ceux qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous, au moins de s'inscrire. Donc, il y avait des élus locaux. Je vous rappelle qu'il y a des élus locaux, des Français à l'étranger, il y en avait beaucoup. Il y en avait 5, plus 2 ex-élus locaux, que je salue particulièrement. Donc, Anne-Henri, si elle est encore là, et Martine Schoepner, que je suis ravi d'avoir vu s'inscrire. Et puis on avait évidemment donc les officiels, donc Lofage, Jeanne Talino, Benjamin Courte qui a pris la parole. Voilà. Et puis on avait également une très grande représentation, ce qui m'a fait très plaisir, de gens des Deutsch-Französische Gesellschaft, des Deutsch-Französische Institut, ou des CAFA, ou des clubs d'affaires franco-allemands. Je crois qu'il y avait des gens des CCE aussi, des clubs d'affaires, des clubs économiques de Munich, je crois qu'ils étaient là. Plein d'associations, plein de gens qui s'engagent en Roumanie aussi. Je crois qu'on avait même des Ukrainiens, enfin des Français d'Ukraine avec nous ce soir. Et puis plein de militants qui étaient là, et que je remercie d'être fidèles et de prendre le temps et de se préparer à la bagarre qui arrive. Voilà. Bonne année à tous. Merci d'avoir été là. Bon courage et à bientôt. Merci à vous, bravo. Merci. Merci.